Bonjour à tous et bienvenue sur ce 10e et nouvel épisode de Philosophistoria et 4e épisode sur Aristote. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'éthique, de bonheur, de vertu, et dans cet épisode-ci, nous parlerons de justice, de citoyenneté et de l'art de la politique dans la cité selon Aristote. Je vous propose de commencer tout de suite avec la plus fameuse maxime de notre philosophe. Je cite: La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement, et l'homme est par nature un animal politique. Cela signifie que vivre en société d'après des règles communes de justice appartient à la nature humaine et permet à l'homme de réaliser son entéléchie en parvenant au bien commun. L'entéléchie est, je le rappelle, la réalisation ultime d'une chose, sa fin. La cité désigne dans l'Antiquité grecque la communauté politique ou la société étendue sur un territoire donné, partageant des lois communes et un régime ou une constitution collective. La cité n'est pas un fait contingent, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire. Elle appartient à la nature de l'homme, ce qui fait donc que l'homme est un animal politique, et cela naturellement. C'est parce qu'il est un être doué de logos que la cité est précisément pour lui un lieu dans lequel il réalise sa nature rationnelle et politique. Si la cité est dernière d'un point de vue chronologique, elle est première d'un point de vue éthique. En effet, Aristote décrit le processus menant à la constitution de la cité. Il part ainsi de la réunion de l'homme et de la femme, qui constitue la première forme de communauté, c'est-à-dire la famille. Puis les familles se constituent en villages et se rassemblent. Et enfin, ils finissent par organiser leur communauté, au pluriel, et plusieurs villages forment une cité. Donc d'une cité, une cité née de plusieurs villages, somme toute. La famille et le village sont de l'ordre de la gestion du domaine, permettant une activité économique dont la seule finalité est de subvenir aux besoins vitaux. Pour Aristote, le stade ultime de la communauté humaine est la cité, parce que c'est par la cité que les hommes ne vivent plus pour survivre, mais pour vivre bien. Ils ne vivent plus pour survivre, mais pour vivre bien. En ce sens, la cité est la fin même de la nature humaine. Elle définit l'homme. L'homme ne peut parvenir à son entéléchie sans vivre en société. Cette dernière remarque fait dire à Aristote qu'un être seul est soit une bête, soit un dieu. Aristote fonde là la première théorie naturaliste de la société. Et nous allons parler maintenant de l'esclavage. Il est manifeste qu'il y a des cas où, par nature, certains hommes sont libres et d'autres esclaves, nous dit Aristote. Ce dernier justifie l'esclavage sur une loi de nature qu'il considère comme universelle, et il ne considère pas que l'esclavage soit arbitraire, même si dans certains cas il peut l'être, quand un homme digne d'être libre est assujetti, par exemple. Deux approches guident la distinction entre le maître et l'esclave. La première est de type biologique. Aristote distingue à l'intérieur du vivant les parties dont l'acte est de commander, et les parties qui n'en sont pas capables et soumises aux premières. La distinction générale entre ce qui commande et ce qui est commandé est fondée sur une supériorité naturelle de celui qui commande. Et cela vaut en général dans la nature, et en particulier pour l'homme à l'intérieur de la cité. L'esclave désigne donc un homme qui ne s'appartient pas à lui-même, mais appartient en tant que propriété à un autre dont il est l'instrument d'action. Cette appartenance n'est pas de l'ordre de la convention, de la loi ou de la culture, mais elle est fondée par nature. Autrement dit, elle est dans l'ordre des choses, et obéit à la finalité de la cité. La société est pensée sur ce modèle naturaliste. C'est donc la même règle qu'il convient d'appliquer aux hommes. De même que l'âme commande le corps, le maître commande l'esclave. Ainsi, des hommes ont naturellement la capacité de commander, tandis que les autres, dépourvus de cette capacité, ont pour fonction de réaliser l'action pour laquelle ils sont faits, suivant la finalité donnée par celui qui commande. L'âme de l'esclave n'est pas capable de s'autodéterminer par la raison et agit davantage par la sensation ou la passion, ce qui suppose que celle-là soit dirigée par une âme capable de le faire dont le principe rationnel appartient à l'agent lui-même. Autrement dit, le maître est la condition de possibilité de la réalisation de l'esclave lui-même en ce qu'il possède en lui-même
le principe d'actualisation de l'un ou de l'autre. Nous allons maintenant parler de la justice. Je cite Aristote une nouvelle fois. Le juste est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité, et l'injuste, ce qui est contraire à la loi et ce qui manque à l'égalité. Cette citation est tirée d'Éthique à Nicomaque. Aristote y définit le juste en fonction de deux critères principaux, la légalité et l'égalité. Il est nécessaire de déterminer quel genre d'acte concerne la justice. Aristote propose de répondre à cette question en partant de l'étude de l'injustice dans la mesure où l'injustice est le contraire de la justice. Or, l'injustice se définit à partir de trois critères. L'infraction à la loi, c'est-à-dire l'illégalité, prendre plus que son dû et manquer à l'égalité. Ces trois critères correspondent à un différent sens de la justice. La justice légale ou positive est établie sur les lois positives mises en place dans une constitution donnée. La justice corrective, elle, consiste à rétablir l'égalité quand une personne a lésé une autre personne en prenant plus qu'elle ne méritait. Enfin, la justice distributive établit ce qui revient à chacun lors d'un échange économique. Ensuite, la justice se distribue en justice totale et justice particulière. La justice totale concerne tous les rapports de justice et d'injustice entretenus vis-à-vis d'une autre personne, tandis que les justices particulières désignent à l'intérieur de cet ensemble des catégories bien précises de relations comme la justice distributive et la justice corrective. En fonction de cette détermination, le juste possède les propriétés inverses de l'injuste. Les deux principales présentées par Aristote sont la légalité et l'égalité, comme nous l'avons dit. Car prendre plus que son dû et manquer à l'égalité sont deux formes d'injustice dont l'origine est la même, l'irrespect de l'égalité, même si dans les deux cas, l'égalité ne se mesure pas de la même manière. La légalité désigne le fait que l'acte est en conformité avec les lois établies, ou les lois positives si vous préférez. Les lois instituées dans un État servent l'intérêt de la communauté, soit en totalité, soit en partie, et ont pour finalité de contribuer au bonheur des éléments qui composent la cité, et ces éléments, ce sont les hommes. L'égalité est un principe essentiel de détermination de ce qu'est un acte juste. Il n'y a pas de justice sans égalité. Mais il fait souligner d'emblée que la notion d'égalité peut être déterminée de plusieurs manières. En effet, l'égalité ne désigne pas seulement une stricte égalité de type arithmétique, mais elle peut désigner une égalité proportionnelle. Ce dernier point est d'une extrême importance car il permet de comprendre comment Aristote pense concilier une théorie non démocratique du pouvoir, au sens contemporain du terme, avec le principe d'égalité. Ces différents types d'égalité apparaissent dans le cadre d'une étude sur les justices particulières. Maintenant, nous allons voir ce qu'est la justice plus en profondeur, plus profondément, plus avant, ce qu'est la justice distributive et la justice corrective. Je cite Aristote pour cela. Une première espèce de justice particulière est celle qui intervient dans la distribution des honneurs ou des richesses qui se répartissent entre les membres de la communauté politique, et une seconde espèce est celle qui réalise la rectitude dans les transactions privées. C'est tiré d'Éthique à Nicomaque. Cela signifie, ça va être très court, cela signifie que la justice distributive détermine la répartition des richesses, et que la justice corrective restaure l'égalité quand un acte ou un échange a lésé un citoyen. La justice distributive est une justice particulière dans la mesure où elle traite d'une partie des relations entre les citoyens qui engagent la justice et l'injustice. Elle concerne la répartition des honneurs, des richesses et, en général, des avantages politiques et économiques. Est injuste une répartition inégale, évidemment. Personne ne doit être lésé ou obtenir plus que ce qu'on lui doit.
En revanche, la justice corrective ne possède pas la même nature et ne réside pas sur le même type d'égalité. En effet, elle consiste à rendre à un tiers ce qui a été indûment accaparé, ou de réparer le dommage subi. Aristote compare l'acte de restauration à la détermination de l'égalité et du moyen dans un segment de droit donné. L'on voit donc que le maître mot de la justice est toujours l'égalité. Maintenant, qu'est-ce que la justice et l'équité ? Je cite Aristote. « L'homme équitable juge des lacunes laissées par la législation et, tout en reconnaissant ces lacunes, il n'en constate pas moins que le droit qu'il réclame est bien fondé. » C'est tiré de la Grande Morale. Aristote, avec cette idée d'équité, vient suppléer les défauts inhérents à la justice et aux lois, dans la mesure où elle permet d'établir un jugement en se plaçant au plus près de la situation particulière. L'équitable n'a pas une nature différente du juste, car l'équitable est par définition juste. Cependant, l'équitable est une rectification ou un discernement particulier qui permet d'appliquer correctement la justice là où celle-ci pourrait, à cause de sa forme générale, entraîner des conséquences injustes. La justice ne porte pas sur des cas particuliers, mais sur des cas généraux. Ainsi, c'est à l'époque de Lycurgue que les homicides volontaires et involontaires ont été distingués. La loi antérieure proposait une généralité beaucoup trop large pour être juste. Quand survient un cas que la loi générale n'a pas anticipé, on est alors en droit de corriger l'omission et d'interpréter l'intention du législateur en vue de juger le cas susdit. En ce sens, l'équitable est le juste. Le juste supérieur à la généralité défectueuse de la justice législative. Le juge doit alors faire preuve de discernement. Le discernement désigne la vertu selon laquelle le juge parvient à formuler une décision grâce à une application appropriée du principe de justice au cas particulier. Aristote compare cet acte à la règle de Lesbos. En architecture, cette règle s'apparente à un fil de plomb non rigide, capable d'épouser les contours irréguliers de la pierre. De cette façon, elle permet une mesure droite des segments tout en s'appliquant aux irrégularités. De la même manière, le décret qui formule l'équité est une mesure droite du cas particulier, un dépassement des imperfections de la loi, une adaptation particulière aux faits. C'est cela le discernement. Intéressons-nous désormais à la citoyenneté. Je cite Aristote une nouvelle fois. C'est une coutume même. Un citoyen au sens absolu du terme ne se définit par aucun autre caractère plus adéquat que par la participation aux fonctions judiciaires et aux fonctions publiques en général. C'est tiré du Politique. L'idée, c'est que la citoyenneté réside dans l'exercice de la souveraineté. Et la souveraineté s'exerce en participant d'une part aux fonctions politiques publiques et d'autre part aux fonctions judiciaires. La notion de citoyenneté est centrale en philosophie politique parce qu'elle désigne le statut du citoyen. Elle délimite également ses droits et ses devoirs et détermine son accès à l'exercice du pouvoir. En effet, le terme citoyen, polites ou civis en latin, désigne celui qui appartient à la cité dans la mesure où il possède des droits. La cité est un atout composé d'éléments, c'est-à-dire d'une collectivité de citoyens. Pourtant, il ne faut pas confondre le citoyen avec n'importe quel autre habitant de la cité. L'appartenance à un territoire n'est pas une condition suffisante, d'autant plus qu'Aristote ne veut pas présumer à l'avance le type de constitution auquel le citoyen appartient. Il essaie de faire une vision générale, si vous voulez. Il faut trouver une raison qui puisse être valable en démocratie, en aristocratie ou en monarchie, même si le modèle observé par Aristote est la démocratie. La citoyenneté ne se caractérise pas par l'appartenance à un territoire. En effet, la cité grecque faisait une différence entre ceux qui possédaient la citoyenneté à part entière et ceux qui en étaient exclus pour différentes raisons comme les femmes, les enfants, les esclaves ou encore les métèques.
étrangers, ce sont des étrangers qui n'ont pas le droit de citer. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Aristote était un métèque à Athènes. C'est pour ça qu'il n'a pas pu participer au jeu démocratique. Donc cette différenciation du citoyen tient aux droits qu'il possède par opposition aux autres catégories. Ces droits sont particulièrement rattachés à la possibilité d'accéder et d'exercer les fonctions fondamentales constitutives de la cité. La citoyenneté est donc liée au droit d'exercer des fonctions de l'État. Le critère commun à tout citoyen est donc la participation au pouvoir délibératif et au pouvoir judiciaire. Mais qu'est-ce au juste que l'État ? Et une nouvelle fois, nous citons Aristote. Les constitutions qui n'ont en vue que l'intérêt personnel des dirigeants sont défectueuses, car elles ont un caractère despotique, tandis que l'État n'est autre qu'une communauté d'hommes libres. C'est tiré du politique. La finalité de l'État et du pouvoir politique réside dans l'intérêt commun, tandis que le principe du pouvoir politique suppose l'égalité et la liberté des citoyens. Le terme constitution, traduit du grec politeia, c'est d'ailleurs le titre du dialogue de Platon, traduit par la République. Ce terme possède donc une histoire politique et philosophique avant d'être usité par Aristote. La multiplicité de traductions tient au fait que politeia peut désigner à la fois l'État en lui-même, l'État qui exerce le pouvoir, et la forme de cet État, à savoir un État démocratique, aristocratique ou monarchique. La fin de l'État, c'est-à-dire sa finalité, pas la fin de l'État, est selon Aristote donc l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt de l'ensemble des citoyens. L'autorité ne peut s'exercer dans le seul but de profiter à celui qui la détient, son essence réside même dans la recherche du bien commun. De ce point de vue, l'autorité politique n'est pas de même nature que l'autorité du maître sur l'esclave, car cette dernière ne s'exerce pas essentiellement en faveur de l'esclave. C'est pourquoi l'État est nécessairement une communauté de citoyens libres et égaux, même si par ailleurs l'accès à la citoyenneté est différent suivant la Constitution. Par conséquent, toutes les formes de pouvoir politique ou de constitution qui se font exclusivement en faveur de celui qui possède l'autorité sont des formes déviantes de l'État. Il s'oppose par exemple à Calliclès. Aristote s'oppose à Calliclès, en effet, ce dernier, Calliclès donc, défendait la tyrannie et considérait que c'est le régime politique le plus juste et le plus naturel. Aristote refuse donc une telle conception de l'État. Vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus libéral, si je puis dire. Les constitutions déviantes sont despotiques, leurs dirigeants abusent du pouvoir politique et pervertissent la nature de l'État. C'est dans la finalité de l'État que d'être au service du bien commun. Mais qu'en est-il des différents régimes politiques ? Je cite Aristote. « La tyrannie est une déviation de la royauté, de l'oligarchie, de l'aristocratie, et la démocratie de la République proprement dite. » Il existe chez Aristote 3 formes légitimes de constitution qui ont pour finalité l'intérêt commun, malgré une différence de régime. Il s'agit de la monarchie, de l'aristocratie, de la République, auxquelles s'opposent les 3 formes déviantes qui n'ont pour seul but que l'intérêt particulier des dirigeants, la tyrannie, l'oligarchie et, oh surprise, la démocratie. La monarchie est le régime politique qui confère le pouvoir à une seule personne, puisque ça vient de mono, qui veut dire seul en grec, et de arkein, qui veut dire commander. En l'occurrence, c'est un roi qui est à la tête d'une monarchie. Quant à l'aristocratie, elle place le pouvoir entre les mains d'un petit nombre d'individus appartenant à une classe dominante dont la caractéristique est la possession des honneurs et des mérites politiques. Elle est appelée ainsi selon Aristote, soit parce que ce sont les meilleurs qui dirigent, soit parce que les dirigeants ont pour fin l'intérêt commun. En effet, le terme est dérivé d'aristos, qui veut dire excellent, et donc ce qu'on appelle les aristoi sont dans la Grèce archaïque et classique des hommes de mérite qui se distinguent par leur vertu. Les aristoi possèdent la puissance ou l'autorité souveraine. En effet, la République, politeia, on le rappelle, est le régime dans lequel la multitude du peuple administre l'État.
Elle porte le nom générique de République, dans la mesure où elle est, selon Aristote, la meilleure forme de constitution. Mais à chaque constitution légitime correspond une constitution déviante. Le rattachement a pour critère la forme du gouvernement. La tyrannie, par exemple, est le pouvoir d'un seul homme quand celui-ci règne en dehors du cadre fixé par les lois. Un régime oligarchique signifie dirigé par un petit nombre, oligoi en grec. Pourtant, ce n'est pas le critère quantitatif qui importe aux yeux d'Aristote, pour l'oligarchie. Le critère important est l'appartenance de la classe sociale la plus riche. C'est ça le problème. Seuls les plus riches peuvent accéder aux fonctions publiques à l'exclusion de tous les autres. Et enfin, la démocratie, puisque à mon avis tout le monde se pose la question de savoir pourquoi Aristote déteste autant la démocratie. Excusez-moi pour le petit bruit du portable. Donc la démocratie, c'est une déviation de la République. Elle désigne le régime politique dans lequel la multitude pauvre exerce le commandement pour le seul intérêt des êtres indigents. La constitution démocratique est donc un détournement de la République, en ce qu'elle ne vise pas l'intérêt commun, l'unité et la totalité des membres de la communauté. Nous allons maintenant nous poser la question suivante. Comment éduquer les individus à la cité pour qu'ils deviennent de bons citoyens? Citons Aristote. L'éducation doit nécessairement être une et identique pour tous. Et le soin de l'assurer relève de la communauté et non de l'initiative privée, et c'est tiré du politique. L'idée ici est que l'éducation est essentielle dans l'État, car elle est le moyen par lequel les enfants sont menés à l'exercice de la vertu citoyenne appropriée à leur société. Et elle ne peut être assurée que par une instruction publique dans la mesure où elle doit être une et commune. La finalité de l'État est de faire accéder tous les citoyens au bonheur. Or le bonheur est inséparable de la vertu, puisque le bonheur est l'activité de l'âme accompagnée de vertu. L'éducation est donc le moyen approprié pour exercer et habituer les enfants à devenir des citoyens vertueux. La vertu ne s'acquiert pas par la fortune, mais elle est aussi l'affaire de science et de savoir-faire. La politique commande l'art d'éduquer les citoyens, et l'éducation est une science subordonnée à la politique. En effet, Aristote pense qu'il faut 3 critères pour parvenir à la vertu. Être doué d'une nature appropriée, avoir des bonnes habitudes et exercer sa raison. En outre, l'éducation ne devra rien laisser de côté. Elle s'adresse tout aussi bien à la partie rationnelle de l'âme, par l'enseignement des sciences, qu'à la partie irrationnelle de l'âme, donc par la discipline éthique. Mais elle s'adresse aussi au corps, en formant celui-ci par l'activité physique à l'activité guerrière, par la mise à l'épreuve, dès le plus jeune âge, du corps pour qu'il devienne résistant au climat et aux maladies. L'éducation est donc totale, et il revient au législateur et à la science politique de la mettre en œuvre à l'intérieur de la cité. À l'instar de Platon qui l'avait fait avant lui dans la République, Aristote expose un programme complet d'éducation qui part de la naissance et qui mène jusqu'à l'âge adulte. Toutes les étapes de l'éducation sont décrites par le philosophe. Pour Aristote, il est essentiel de former le citoyen aux arts nobles et libéraux, et non aux arts grossiers et manuels. Suivant sa conception hiérarchique, les arts, qui appartiennent aux activités rationnelles de l'âme, sont les plus nobles et libres que ceux qui se ramènent au corps. Nous voyons donc que les anciens ne laissaient rien au hasard dans les questions d'éducation. Ils sont à l'origine de nombre de réflexions et de systèmes éducatifs. Ainsi, la cité elle-même en son entier traitait cette question et en faisait un problème central. Sparte, par exemple, était passé maître dans l'art d'éduquer les jeunes hommes à la citoyenneté et à la vertu guerrière, en soumettant les enfants à un ensemble d'épreuves terribles, d'où l'expression « être élevé à la Spartiate ». Nous allons finir sur l'amitié. Un petit passage sur l'amitié tout de même. Je cite Aristote, il existe 3 espèces d'amitié fondées respectivement sur la vertu, l'utilité et le plaisir. Éthique à œdème. L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui participe à la constitution d'une communauté et d'une justice entre les hommes. C'est pourquoi l'œuvre politique a pour but d'engendrer l'amitié entre les hommes. L'amitié est nécessaire et importante à l'homme, car personne ne choisirait de vivre sans elle.
Elle est constitutive des principaux liens qui réunissent les hommes entre eux. Des liens familiaux, politiques et sociaux. L'amitié s'apparente donc à la vertu. Voilà, c'est tout pour moi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre dernier chapitre sur Aristote. Enfin, puisque ce sera le 5e, quand même, je vous assure qu'aucun autre philosophe n'aura ce traitement-là. Aristote, c'est une pièce maîtresse. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'y attarder. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à aimer, à partager cet épisode avec les plus désireux d'apprendre quelques concepts aristotéliciens.